D'abord, le SARS-CoV-2, c'est un coronavirus. C'est un virus de la famille des coronavirus. C'est une famille de virus assez connue pour donner des infections respiratoires et des infections gastro-intestinales. Ce nouveau coronavirus est très proche d'un coronavirus qui s'appelle le SARS-1, hein, dont l'épidémie a eu lieu il y a quelques années. Alors actuellement, il y a des études phylogénétiques qui ont commencé à être conduite dans le monde et aussi à Sorbonne Université, qui montre que c'est un virus qui est assez stable génétiquement, qu'il a une activité correctrice de sa polymérase, qui en fait lui permet de réparer les mutations qu'il introduit. Donc la réponse, il y a une petite dérive génétique, mais finalement moins importante que celle qu'on pensait. Ce qui est de bon augure pour la mise au point d'un vaccin. Aujourd'hui, nous n'avons pas de données sur le SARS-CoV-2. Il y a quelques papiers qui sont publiés, mais qui ne sont pas très intéressants parce qu'ils ne concernent pas grand monde et qui sont contestables. Mais on peut se reporter à ce qu'on sait sur le SARS-CoV-1. Et le SARS-CoV-1, en fait, a montré qu'on avait une acquisition d'anticorps après l'infection au bout de quelques semaines et que ces anticorps pouvaient persister 2 à 3 ans au moins, voire plus longtemps. Et donc, on peut imaginer qu'ici, si on fait une analogie avec le SARS-CoV-1, on aura une majorité des gens qui vont séroconvertir après l'infection et que probablement ces gens seront protégés pendant un certain temps. Alors évidemment, on ne peut pas savoir si c'est 5 ans, 10 ans. Tous les soignants publics, privés qui sont en contact avec les malades qui ont été infectés et qui sont peut-être protégés maintenant. Et puis évidemment, pour la population générale, quand on va discuter du déconfinement dans quelques semaines, c'est une donnée qu'il faudra prendre en compte. Donc, effectivement, il existe une relation qui est très nette entre l'intensité de la maladie et la positivation de la PCR. Alors, ce qui est très inhabituel dans cette maladie virale, c'est que la PCR finalement a pas mal de faux négatifs. C'est très inhabituel en virologie. Vous savez, la puissance de la PCR en virologie, c'est très important. Ici, on est quand même devant un taux de faux négatifs, on va dire de 30% au global, ce qui est un taux qu'on n'a jamais vu autrement dans une autre pathologie virale. Alors, c'est peut-être dû à la difficulté du prélèvement nasopharyngé, puisque dans ce genre d'infection coronavirus, au départ, le virus infecte la partie haute du système aérien, les fosses nasales, et ensuite il descend dans les poumons et on ne trouve plus de virus dans la partie haute du tractus respiratoire. Donc, il commence à apparaître, il y en a qui ne sont pas mauvais, et on voit bien que dans certains cas, on pourra, en cas de PCR négative, faire une sérologie et en combinant les deux, finalement, on arrive à une prédiction qui est meilleure et autour de 80-90%. On peut trouver du virus dans le sang, dans le plasma. Les taux en général qu'on mesure sont assez faibles et on les mesure surtout sur des patients avec des états sévères. Donc on peut retenir qu'il n'y a pas vraiment de virémie ou si on a une, elle est très faible. En revanche, on peut trouver du virus dans les selles des patients, détectable par PCR pendant jusqu'à plusieurs semaines après, sans qu'on sache très bien d'ailleurs aussi si là ces particules virales sont infectieuses ou pas. Les tests sérologiques sont en cours d'évaluation à la fois dans les centres nationaux de référence et aussi dans les laboratoires universitaires comme ceux de Sorbonne Université. Un certain nombre de tests ont des bonnes performances, donc ça c'est pas mal. Il y a deux types de tests. Il y a des tests classiques qu'on fait avec des machines qui nécessitent un délai à peu près de 3 heures entre le moment où le prélèvement arrive et le résultat est rendu. Ça c'est pour les grosses séries. Et puis il y a des tests dits rapides qu'on peut faire au bout du doigt, dont certains ont des assez bonnes performances. On commence à avoir des séroconversions, donc l'apparition des anticorps à partir du 7e jour suivant le début des signes cliniques, à partir du moment où on commence à être malade. Et puis, on va dire qu'à 15 jours, 3 semaines, en général, la plupart des gens ont séroconverti. Il y a des formes cliniques extrêmement variables, et plus la forme clinique est intense, plus la séroconversion apparaît rapidement. Alors, pour l'utilisation de ces tests,
par rapport à la stratégie de déconfinement. Euh, comment on peut imaginer le pourcentage de gens qui ont été contaminés et qui ont des anticorps? Il semblerait, et là c'est en cours de confirmation hein, dans très peu de temps, qu'on soit autour de 5 à 10% de sujets immunisés seulement, ce qui n'est pas une super nouvelle, il faut bien le dire, il faut être honnête. C'est-à-dire qu'on va avoir, au moment du déconfinement, une grande majorité de la population qui ne sera pas immunisée et donc qui sera susceptible à un redémarrage d'une nouvelle épidémie si on n'arrive pas à contrôler les choses au moment du déconfinement. Il y a un antiviral qui est développé par Gilead, qui est un inhibiteur de réplication, qui a été développé pour ça, pour ce genre de virus, qui a été testé dans d'autres épidémies virales comme l'Ebola et d'autres, sans qu'on ait des résultats fantastiques là-dessus. Il est testé en ce moment dans cette épidémie, sans qu'on ait encore des résultats à très grande échelle. Donc là, c'est vraiment un antiviral au sens antiviral classique. Après, il y a beaucoup de molécules qui ont été criblées, dont on pense qu'elles auraient une efficacité, comme par exemple l'hydroxychloroquine ou d'autres, l'ivermectine par exemple aussi, qui ne sont pas du tout des molécules qui sont antivirales. Il y en a une qui c'est des antiparasitaires ou des antipaludéens, mais il ne faut pas s'attendre, contrairement à ce qu'on voit en virologie avec d'autres virus, à une efficacité extraordinaire avec ce type de médicaments, de toute façon. Ce n'est pas vraiment des antiviraux, c'est des molécules qui auraient un effet indirect sur la réplication. Si on prend la condition dont on a parlé tout à l'heure, une certaine stabilité génétique, effectivement, on en a une. Donc ça, c'est une condition évidemment indispensable à la mise au point d'un vaccin, sinon c'est quasiment impossible. Donc ça, c'est un premier point. Après, en termes de timing, il y a des industriels qui sont en phase de mise au point et il y a un ou deux industriels qui va commencer à faire des essais cliniques probablement à la fin de l'été. D'ici la fin de l'année 2020, on devrait avoir des vaccins, en tout cas une ébauche de vaccins et probablement des essais de vaccination de taille moyenne qui seront en route. Je pense que c'est indispensable d'essayer de le faire. Et en fait, il y a peu de gens qui ont été immunisés. Donc, on va probablement être confronté à ce virus pendant longtemps, avec des apparitions à tel endroit du monde, des disparitions en fonction des transports, des voyages, et peut-être aussi de la météo. Mais encore une fois, je pense qu'il faut absolument qu'on ait un vaccin, parce que je pense que c'est une histoire qui va durer un certain temps. Immunité croisée, moi je dirais qu'elle est très probable. Alors on va le savoir parce qu'il y a quelques sujets qui avaient été infectés par le SARS-1. Donc on pourra tester avec les sérums des gens qui étaient infectés par le SARS-1 si ça neutralise le SARS-2, mais c'est extrêmement probable puisque l'enveloppe est très proche entre les deux virus. Pour la mise en place du vaccin, il faut trouver, comme d'habitude en vaccinologie, un moyen technologique pour que ce qu'on va injecter immunise bien la personne. Donc, soit c'est des protéines, soit c'est des protéines qui sont fixées sur d'autres protéines, soit c'est des vaccins vivants recombinants. Enfin, vous connaissez toute la théorie des vaccins. On savait tous que ça arriverait. Je crois que tous les scientifiques et tous les gens, et même le grand public, savaient un jour que ce genre de choses arriverait. Je pense qu'on n'imaginait pas à quelle vitesse ça pouvait arriver. Vous voyez, c'est-à-dire que on imaginait une épidémie qui démarre à un endroit du monde et qui met plusieurs mois ou un an à envahir le reste de la planète, hein, comme par exemple probablement la grippe espagnole en 1918 a dû mettre un an pour envahir la planète. Et en fait, c'est une banalité de le dire, mais évidemment au grand développement des moyens de communication. Et on est effrayé, en fait, j'allais dire fasciné, mais plutôt effrayé, de voir à quelle vitesse, en fait, ces épidémies maintenant se propagent, et particulièrement ces épidémies à transmission par voie respiratoire.